Frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour la septième, je crois, le septième jeudi de la Pérouse consacré au cycle des Outre-mer. Et aujourd'hui, la séance est co-présidée par nos confrères Louis Dominici et Guy Lavorel, porte sur les Outre-mer français, aspect de l'insularité. Avant de passer la parole à Louis Dominici, je donne la parole à notre perpétuel qui a des communications, des indications à donner sur l'organisation du cycle. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous rappeler que d'abord, il nous reste 2 séances à faire pour boucler le cycle. Le 18 juin prochain, l'après-midi à 15h, aux heures habituelles, nous aurons une séance consacrée à la santé avec trois intervenants. C'est Madame Amatrose qui porte la séance. Et nous aurons le lendemain, le 19, le séminaire final. Comme l'organisation de ce séminaire est un peu compliquée, je voudrais vous donner quelques informations. Je rappellerai que ce séminaire va se faire en 2 temps. Le matin, il y a une réunion fermée où vont travailler ensemble les responsables de chacune des séances, selon un processus que je vais vous indiquer. Les organisateurs responsables de chacune des séances ont reçu une circulaire, il y a peu, leur demandant de remettre au plus tard pour le 31 mai 2026 une petite note de synthèse qui s'articule en 3 niveaux. Les DROMCOM analysés comme au niveau local, comme entité décentralisé. Un deuxième niveau est le niveau national, en particulier l'examen des relations avec l'Hexagone. Et puis enfin, il y a le niveau macro-régional et international. Nous souhaiterions que les rapports entrent dans cette grille qui a d'ailleurs été proposée très largement par le préfet Jean-Jean. Enfin, tout le monde s'est rallié à cette excellente proposition qui a été très soutenue par le général Lang ici présent. Voilà. Nous attendons ces rapports pour le 31 mai 2026. Pourquoi? Parce que la séance va se dérouler de la manière suivante. Après une ouverture rapide de Christine Dessouche, chacun des responsables des 10 séances au total fera une courte intervention de 10 minutes pour résumer les principaux apports de sa séance. Et puis, après cette présentation rapide des différents responsables des séances, 3 experts vont commenter l'ensemble. Il s'agit de Franck Constant, Yvan Odona et Jean-Marie Théodat. Il y aura un débat général. Pour ce débat général, nous mobilisons 2 stagiaires qui vont prendre en note les ajouts ressortants du débat. Et tous les académiciens vont se retrouver l'après-midi à 15h pour la présentation du rapport de synthèse qui sera fait par François Barre, Christine Dessouche et Jean Dubois de Gaudusson avec le soutien de Anne-Marie Amatrose qui heureusement est en train de récupérer très rapidement de son accident et on s'en réjouit. Il y aura ensuite un débat qui sera lancé par Georges-Paul Langevin, notre consoeur, et également par Jeanne-Marie Amatrose qui a accepté de le faire. Et nous sommes en attente
d'une intervention de clôture de la ministre des Outre-mer. Nous sommes en contact avec son cabinet pour voir si elle pourrait venir ou en tout cas se faire représenter par un haut niveau auprès de nous. Voilà. Et vous êtes au courant que tout ça est destiné à donner une publication qui paraîtra l'année prochaine dans les cahiers de mondes et cultures numéro 3. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Perpétuel. Je dis juste un mot de notre consoeur Christine Dessouches, qui a été l'âme et le porteur de ce projet du cycle des Outre-mer, qui n'est pas en France, mais qui nous suit en vidéo. Donc je la salue. Vous connaissez ? Oui, la séance qui était prévue pour le Maroc. Oui, il y aura bien une séance sur le Maroc qui doit être indiquée dans notre... vous savez que c'était Monsieur Ponce qui devait s'en occuper, puis Monsieur Ponce a disparu des radars et tout d'un coup il est réapparu, donc nous l'avons réintégré dans le calendrier. Je peux essayer de vous trouver ça. Voilà, j'ai le calendrier ici. Je crois qu'il a dû être actualisé. Ah, c'est le 28 novembre. Il est porté sur le calendrier, non ? Oui. Ah non, il n'est pas porté sur cette version du calendrier. Mais c'est le 27 novembre, en fait. Le 27. C'est le vendredi 27 novembre. Je vous donne le titre, hein, 1956-2026, réalité et défis du royaume marocain après 70 ans d'indépendance, coordonné par Frédéric Ponce. Et je vous rappelle que vous avez été invité la semaine prochaine à un entretien autour de l'économie marocaine, du modèle de développement marocain, un échange entre Yves Tréhard et le professeur Alaoui, qui est un grand professeur d'économie marocain et de la famille royale. Voilà. Je ne sais pas le lien exact, mais c'est attesté par toutes sortes de sources. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous passer la parole. Louis Dominici, président honoraire et membre de la 3e section, va parler du sentiment insulaire. L'ambassadeur Louis Dominici, natif de l'île de Corse, ancien élève de l'École nationale de la France d'Outre-mer, et qui a tenu plusieurs postes diplomatiques bilatéraux et multilatéraux dans le monde, analyse le sentiment insulaire dans les Outre-mer français. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers invités, notre séance intitulée Aspect de l'insularité s'inscrit dans le cycle lancé par Christine Dessouches, qui m'a vivement incité à intervenir aujourd'hui. J'espère qu'elle m'entend, parce que je l'ai fait largement pour elle. Et tiens, je suis là. Elle est là. 2 communications. Le sentiment insulaire par Louis Dominici, que vous avez devant vous, et le particularisme des mots et expressions dans les îles des Outre-mer français par le professeur Guy Lavorel. Je vais commencer en Corse. E così che vengo oggi a parlare con voi di un sentimento isolano. C'est ainsi que je viens aujourd'hui parler avec vous du sentiment insulaire. Je pense que c'est une bonne façon d'introduire en langue corse ce que nous allons faire et surtout ce que va faire notre confrère Guy Lavorel. Nous allons parler du sentiment insulaire. Il va sans dire que bien que chaque communauté insulaire soit particulière, il y a assez de ressemblances entre les 2 800 000 ultramarins pour que l'on puisse y trouver des constantes. De même, nous savons, mais il faut le dire, que les traits particuliers des insulaires ne font qu'illustrer, à la manière des îles, les traits universels
de l'humaine condition. Le sujet du sentiment insulaire est sensible. Je vais l'aborder humblement. Je vous propose d'accueillir ma communication comme une simple introduction. Je souhaiterais l'organiser en deux parties. D'abord, quelques aspects intimes du sentiment insulaire. Ensuite, quelques aspects politiques du sentiment insulaire. Sur les aspects intimes, d'abord l'appartenance. Le premier sentiment est celui de l'appartenance à l'île. Il est intuitif et quasiment biologique. Il s'agit d'une appartenance à la fois individuelle et collective, partagée avec la famille, les amis et de proche en proche avec les autres insulaires. La nature. Le second sentiment est celui de la proximité de la nature. C'est vrai par définition pour les habitants des villages, mais c'est vrai aussi en ville, où la nature est présente par la végétation et parfois par la faune, et où, en tout cas, la mer et la montagne, ou les deux ensemble, ne sont jamais loin. La beauté. Vient en même temps le sentiment de la beauté. Les îles sont souvent perçues comme belles, parce qu'elles le sont, mais aussi parce que les éléments de la beauté y sont plus concentrés qu'ailleurs, et parce que le contraste mer et montagne aiguise la perception. La sécurité. Pour l'insulaire, l'île, ou en tout cas la partie de l'île où il habite, est source de sécurité. C'est un sentiment immédiat qui se rattache à la connaissance intime des êtres et des choses qui entourent chacun. Même s'il n'a plus la même réalité, aujourd'hui, ni le même sens, il reste enfoui dans l'inconscient des insulaires et contribue à façonner leur comportement. L'esprit de clan est toujours là. L'identité, la langue locale, la culture, la compréhension, l'hospitalité, les pays lointains, autant de thèmes qui se rattachent les uns aux autres. Il faut ici souligner la force du sentiment d'identité chez les insulaires, avec ses racines biologiques et ses autres composantes psychologiques et culturelles, y compris linguistiques pour une bonne part d'entre eux. Le sentiment d'identité a force individuelle et force collective. Il ouvre, je tiens à le dire, à la compréhension de l'identité des autres. Il peut certes se dévoyer, mais c'est un autre sujet. Il ouvre à la compréhension de l'identité des autres. C'est peut-être parce que les insulaires tiennent beaucoup à ce qu'on reconnaisse leur identité qu'ils font un effort pour reconnaître celle des autres. Je l'ai vécu dans mon métier, mais je ne suis pas rien d'autre qu'un exemple d'insulaire. L'intérêt des insulaires pour les langues locales, longtemps passé au second rang, a pris de plus en plus de force au cours des dernières années, aussi bien dans l'esprit d'au moins une partie des populations des îles que dans les cercles du pouvoir local et national. Dans l'âme des insulaires, il y a toujours l'appel de la mer, et au-delà l'attirance du continent, auquel l'histoire les rattache. Le continent apparaît alors comme un lieu désirable, comme une possible terre d'avenir, pour une partie de carrière que l'on ferait hors de l'île avant d'y revenir. Le besoin d'aller séjourner sur le continent ou ailleurs dans le monde et l'espoir d'y être bien accueilli se sont longtemps combinés avec la disponibilité ou la disposition à l'hospitalité à l'égard de ceux qui viennent du continent ou d'ailleurs dans le monde. Je m'exprime sur ce point au passé, non pas parce que cette relation d'hospitalité n'existerait plus dans les îles, mais parce qu'elle est affaiblie. Le tourisme de masse, du ou des continents vers les îles, a suscité progressivement des réserves chez une partie importante des insulaires. Je voudrais maintenant évoquer quelques aspects politiques du sentiment insulaire. Je vais le faire sagement. Le sentiment politique dans les îles outre-mer français repose sur deux réalités. D'une part, la réalité de l'île, forteresse identitaire à laquelle l'insulaire appartient. D'autre part, la réalité de la relation avec la métropole en tant que continent essentiel.
L'amour de la liberté en premier. Je vais vous dire de quelle liberté il s'agit. L'amour de la liberté est le plus immédiat des sentiments politiques des insulaires dans leur rapport aux autres à l'intérieur de l'île, avec les autorités de l'île, comme à l'extérieur. Il est tourné aussi bien vers les libertés individuelles, généralement assorties d'aménagements coutumiers, que vers les libertés publiques. D'une manière générale, les insulaires souhaitent, en tant que citoyens français, la meilleure déconcentration possible du pouvoir régalien et la meilleure décentralisation possible des autres types de pouvoir. La liberté réclamée, et je reviens sur le début, la liberté réclamée par les indépendantistes n'est pas celle que nous venons d'évoquer, parce que les indépendantistes visent à détacher leur île de la France. C'est un tout autre sujet, nous l'évoquerons un peu plus loin. Le besoin de relations personnelles dans la proximité et avec le continent français. L'insulaire moderne reste très attaché à son lieu de naissance, mais il porte une grande attention à la possibilité de se déplacer, notamment pour participer à l'activité économique, sociale et culturelle de l'île, et aussi pour tirer profit matériel et moral de la relation avec l'extérieur, et bien entendu avec l'Hexagone. Les revendications sur les moyens de mobilité intérieure se prolongent par des revendications plus particulièrement vers l'extérieur, sur les transports entre l'île et l'extérieur, et plus particulièrement entre l'île et l'Hexagone. La continuité territoriale est un sujet central. Un mot sur la solidarité. Le sentiment de solidarité existe et se manifeste à plusieurs niveaux. Concrètement, la solidarité est d'abord humaine, économique et sociale. À cet égard, les dispositifs français de solidarité, même lorsqu'ils sont critiqués, sont reconnus pour leur valeur dans le monde. Ils contribuent fortement au lien avec la France continentale et avec le peuple français de l'Hexagone, d'où viennent les moyens de solidarité pour les insulaires. Soutien général à l'équilibre de la vie des îles, santé publique, sécurité sociale, éducation, emploi local, emploi dans l'Hexagone, accueil dans les administrations nationales et dans l'armée, avec souvent résidence dans l'Hexagone. C'est ainsi que j'ai appris que par la Marine nationale et par les marins qui y servent, Toulon est la capitale des Océaniens en France. L'insatisfaction économique et sociale, nous en avons entendu parler souvent et en tout cas très récemment encore. Chacun sait dans les îles que la situation économique et sociale des Outre-mer français serait aujourd'hui moins bonne à tous égards sans la France métropolitaine. Il reste que la relation entre cette dernière et les îles d'outre-mer est fortement affectée par le sentiment d'insatisfaction économique et sociale, par la vie chère, par l'écart de développement avec le continent français et par les réactions négatives qu'il provoque à l'égard du pouvoir central. D'une manière générale, le sentiment d'inégalité est largement répandu chez les ultramarins, largement à raison, parfois à tort. Les deux tableaux suivants précisent certaines données de la situation, notamment sur les niveaux du PIB par habitant ou l'indice de Gini. Ils sont difficiles à lire. Je me bornerai, parce que vous en connaissez tous la substance, je bornerai à rappeler. Je vais prendre des lunettes. Sur la question du PIB par habitant, que le PIB en France est à 39 300 €, en Guadeloupe 25 900, en Martinique 27 900, à Mayotte 10 000, à La Réunion 24 000, en Nouvelle-Calédonie 34 000, mais ce n'est pas tout à fait significatif à cause des revenus miniers. En Polynésie française, 19 000. Et
à Wallis et Futuna, 16 004. L'intérêt pour le voisinage. Les îles des Outre-mer français ont un voisinage parfois proche, parfois lointain, aussi bien insulaire lui-même que continental. C'est le cas en premier lieu des Antilles françaises, qui s'inscrivent dans l'arc Caraïbe, avec ces îles de toute taille qui sont en même temps proches du continent américain. Les îles océaniennes françaises, bien qu'éloignées de tout dans le Pacifique, sont aujourd'hui spécialement concernées par l'action de la Chine qui cherche à développer ses relations économiques dans tout l'espace maritime. Toutes ces réalités sont présentes dans les esprits. D'une manière générale, l'insertion économique des îles dans leur espace régional est un des objectifs de leur développement. Les indépendantistes prétendent que cette insertion est freinée par l'appartenance à la France. Je ne le crois pas, mais on l'entend. Un mot sur le sentiment de l'importance déterminante de la relation avec la France métropolitaine. Aujourd'hui, dans toutes les îles de l'outre-mer français, que ce soit à cause des problématiques sociales et économiques ou à cause des débats sur l'avenir institutionnel, la relation avec la métropole est centrale. Elle occupe le champ le plus large de la sensibilité et de la réflexion politique. Elle structure la politique intérieure. Elle détermine l'avenir de la relation avec d'autres pays ou continents. Le patriotisme français a toujours été une valeur et le reste, excepté pour les indépendantistes, et le reste dans les traditions familiales, même si des courants contraires apparaissent et même si des autorités nationales françaises suscitent quelques désarrois en faisant état trop souvent du patriotisme européen ou de la souveraineté européenne. Un mot sur le soutien au mouvement indépendantiste. Des projets indépendantistes sont nés au fil du temps dans toutes les îles, mais ils n'ont pris corps de manière substantielle que dans les îles où la population autochtone, c'est-à-dire présente avant l'arrivée des Français, était importante et le demeure. Il s'agit, pour l'essentiel, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, la revendication indépendantiste s'est développée jusqu'à la violence, sans que les concessions faites par l'État au cours des décennies passées aient permis de trouver une forme de cohabitation consensuelle pour l'avenir de l'île. En Polynésie, le mouvement indépendantiste porté par une population autochtone majoritaire s'est développé plutôt paisiblement, tant pour ce qui concerne les relations sur place avec les communautés non polynésiennes qu'en ce qui concerne les relations avec la France métropolitaine. Le parti indépendantiste, sorti vainqueur des dernières élections, se déclare favorable à une indépendance progressive en amitié avec la France. Les insulaires dans l'Hexagone. Les insulaires issus des Outre-mer sont nombreux, plus d'1 million, à vivre dans l'Hexagone et à s'y intégrer facilement. Ils s'y entraident souvent, ils entretiennent autant que possible un lien vivant avec leur île où ils sont nés, ou bien où sont nés leurs parents ou grands-parents. Ils facilitent l'arrivée et l'installation de nouveaux venus, pour les études supérieures certes, mais aussi pour de nouveaux emplois. Enracinés, ou cherchant l'enracinement durable dans l'Hexagone, ils peuvent ressentir à des degrés divers, à un moment ou à un autre, l'appel nostalgique d'une île qu'ils ont connue, ou que parfois même ils n'ont pas connue. C'est ainsi que certains parlent parce qu'ils sont anciens, et d'autres parce qu'ils sont jeunes, parlent de déracinement ou d'exil. Il y a là probablement dans ces expressions plus de romantisme que de politique. En conclusion provisoire, je suis dans les temps, monsieur le perpétuel. Je suis dans les temps. En conclusion provisoire, nous pourrions dire ce qui suit. Le sentiment insulaire existe. Il se manifeste autant dans la vie privée que dans la vie publique. Complexe
est chargé de tensions contradictoires. Il affiche certaines particularités locales, mais il se caractérise surtout par la force de certaines constantes, où la sensibilité aux autres tient une grande part. C'est dans ce contexte que la relation entre les habitants des Outre-mer français et la métropole, en deçà et au-delà des calculs d'intérêt ou des vues stratégiques, est d'abord affective. Elle porte à ce titre une forme de fraternité. Nous avons tous ici et dans les îles la charge d'y veiller. La question est de savoir si nous saurons le faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cet exposé à la fois extrêmement sensible et informatif. J'observe que vous êtes extrait de la Corse progressivement dans votre discours. Il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances, mais vous êtes d'abord extrêmement corse et les paysages de montagne et de mer ne sont pas universels dans nos îles. Je passe la parole maintenant au professeur Guy Lavorel, ancien président de l'Université Lyon 3, qui présente une communication sur les particularismes des mots et des expressions dans quelques îles de l'outre-mer français. Chers confrères, de la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Alors évidemment, après ce qu'a pu nous dire le Président Dominici, je suis un petit peu gêné. Je dirais que je suis comme un Robinson en quête d'un vendredi, mais les jeudis de la Pérouse sont jeudis, n'est-ce pas? Alors bon, mes souvenirs insulaires, c'est tout petit, comme je fréquentais Annecy, l'île des Cygnes. C'est une toute petite île où ne vivent que des cygnes. Et puis l'île Barbalion, qui est quand même plus connue, où, comme vous devez le savoir, on a célébré les fêtes du printemps. J'en arrive donc à me demander qu'est-ce qu'une île? Par définition, c'est un lieu isolé. On pourrait dire que... Alors, il faut que je prenne mon... Où est-ce que j'ai mis ça? C'est moi qui l'ai. Ah, il est là. Ça y est. Alors, c'est une terre, pourrait-on dire, outre-onde, pour pas dire outre-rive, et souvent, donc, mais pas toujours, outre-mer. Il y a une différence qui peut être sensible, pas forcément intéressante, entre une grande île comme Madagascar et une petite comme l'île du Prince-Édouard, que vous situez en Acadie, et on les regroupe souvent en archipels, comme si on avait besoin qu'il y en ait plusieurs. Une question apparaît, y a-t-il des constants, des différences entre ces îles? Il y a certainement des statuts différents, comme on vient de l'entendre, des problèmes communs, la sociologie, l'histoire nous ont déjà répondu. Et ici, nous voulons parler maintenant du vocabulaire. Alors, ce vocabulaire, qui a une vie à part, produisant un langage spécifique, propre tant à la réalité qu'à tout ce qui est imaginaire, donc c'est important. Et c'est vrai qu'il fallait en dire quelque chose. La communication a très vite rompu l'écart qui sépare une île d'un continent par la navigation et de nos jours par le téléphone et Internet. Y a-t-il alors un ou des vocabulaires insulaires? Précisément, qu'observe-t-on dans le monde francophone des îles? Alors, donc, l'outre-mer comprend de nombreuses îles dispersées, il y a beaucoup de textes là-dessus, chacune est objet d'analyse géographique, juridique, sociologique, mais aussi linguistique, tout ceci finalement n'étant pas forcément différent. J'ai le faire
bizarrement, les îles de la Madeleine et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont donc dans l'Acadie, celles d'Haïti, que malheureusement je ne connais pas, les Mascareignes, avec, comme vous savez, la Réunion, l'île Maurice et Rodrigues. Alors, je vais donc analyser 3 caractères qui me paraissent importants. Le lexique est une affaire de lieu et d'histoire, c'est presque une évidence. Chaque île a son propre monde et renvoie à des racines, nous devons le voir, mais aussi à des croyances, à des activités, notamment, là c'est important pour nous, de bûcherons, de marins et de pêcheurs. Bon, il y a d'autres activités, mais c'est celle qui semble dominer d'abord. Ensuite, enfin surtout aux origines, tout dépend des apports extérieurs, ce qu'apportent des gens qui arrivent, avec notamment la navigation et la colonisation. Et enfin se pose la question de l'évolution avec les nouveaux progrès de la communication. Alors localement, on a un langage assez varié qui est a priori lié à l'environnement. Les îles d'outre-mer sont éloignées de la métropole, surtout donc dans certains siècles. Ces distances jouent déjà un rôle dans la perception qu'on en retient, les langues qu'on y trouve, chacune laissant entendre une autonomie qui caractérise donc chaque île. Dès des temps reculés, c'est important de le dire, la migration est importante, c'est-à-dire que l'île ne reste pas assise sur elle-même, hein, elle se développe, elle va chercher un peu ailleurs ce qui se passe. Donc, il y a des traditions, des coutumes, mais dans chaque île, on va dire chaque tribu, développe sa société avec un idiome personnel. Alors la Mélanésie, ça c'est des chiffres, offre la plus grande variété linguistique. La Nouvelle-Guinée a plus de 100 langues, et la Nouvelle-Calédonie plus de 40. C'est dire combien c'est compliqué. Mais en même temps, tout à fait analysable. Appartenance à un continent conditionne aussi le lexique, notamment pour ce qui est de la géographie, la géologie, pour l'environnement, l'habitat et, ce qui va nous intéresser tout de suite, la faune et la flore. Excusez-moi, mais je sors d'un peu de bronchite. Oui, c'est vrai. Voilà, ça va aller mieux, merci. Alors, donc, un mot qui est... Je parle du mot varangue. C'est un mot qu'on trouve comme ça, et qui est peu fréquent dans nos dictionnaires, ce qui est quand même dommage, est d'origine certainement indienne ou malgache, selon Jean Albany, qui est un bon expert. Alors, on l'a défini ainsi, et vous le trouverez dans nos dictionnaires. Si j'ai pris ce mot, c'est parce qu'il va figurer dans le dictionnaire. C'est un fruit sauvage, comestible quand il est mûr, au goût âcre. Les feuilles de l'arbuste sont mangées par les cabris. Quand le fruit est vert, il sert de bille aux enfants. Vous voyez comme c'est quand même intéressant les dictionnaires. Hein. C'est pas simplement une petite définition, c'est déjà tout un univers qu'on a en petit là. Alors ensuite, je continue ce que donne la définition. Aller aux varangues, c'est faire l'école buissonnière. Voilà une façon métaphorique de bien s'exprimer. C'est aussi, selon un autre linguiste, Rémi Nadel, prendre la clandestinité. Ma foi, tout n'est pas maquis. Le même nous révèle un point important. Regardez donc, c'est important ça. Son usage principal, la varangue, est d'être distribué, fruits et feuilles, aux vaincus le lendemain d'une élection. À bon entendeur, salut. On vous le disait bien que c'était âcre, hein, définition. Le baobab, ben oui, c'est un autre mot qu'on trouverait ainsi dans un français un peu reculé qui a su s'installer, un mot qu'on ne trouve pas quand même forcément chez nous, hein, en métropole. Et puis le maringouin, le bon moustique qu'on trouve, figurez-vous, dans beaucoup de coins. Moi, je croyais qu'il était réservé au Canada, pensez-vous. Vous le trouvez bien ailleurs, y compris à La Réunion. Alors, des mots de tradition, c'est souvent ceux que nous ont donnés les indigènes. Il n'y en a pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est oral. Et si on n'a pas d'écrit, ben, on peut risque de perdre des choses. Alors, les onomatopées ont fait fortune. J'en ai cité les warong. Ce sont des grenouilles, des grosses grenouilles qu'on trouve surtout dans l'Acadie et le Québec.
tap-tap, tuk-tuk. Tap-tap, c'est un genre de taxi. Tuk-tuk, c'est plutôt en Asie, Cambodge. Quand on ira, on prendra le tuk-tuk, sûrement. Tuit-tuit, tac-tac, ce sont des oiseaux. C'est plus normal. Marin et pêcheur, la joupa et la carangue. Bon, ben la joupa, et dans le dictionnaire, j'ai pas beaucoup de temps de préciser, mais on va peut-être aller plus vite pour le passer aux zombies. Alors, le zombie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je m'intéresse aux zombies? Parce que c'est un verbe que tout le monde utilise, surtout nos jeunes. Ils sont passionnés de zombies avec leur jeu, là. Eh bien, moi, j'ai assisté donc à une exposition à Lyon qui m'a beaucoup renseigné là-dessus. Alors, c'est un mot qui, certainement, est peut-être africain, mais c'est pas certain. Le mot désigne un esprit ou le fantôme d'un mort, souvent un enfant. Les religions ont influencé une évolution de sens qui, en traversant l'Atlantique au moment de la colonisation et de l'esclavage, s'est plus étendue. En Haïti, le mot désigne d'abord un individu ayant commis des méfaits graves, ce qui n'est pas quand même la même chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Digne d'une justice menée par une société secrète où il sera zombifié s'il ne s'acquitte pas de ses méfaits, c'est-à-dire condamné à errer comme un esprit, sous l'autorité d'un sorcier. Nous sommes dans un culte qui renvoie au vaudou. Et c'est évidemment quelque chose d'important dans ces lieux. Selon Franck de Boule, il y a une peur de l'esclavage, notamment du corps, même après la mort. Ensuite, le mot peut désigner un être, ça c'est surtout une tendance qui a eu lieu assez vite. Donc, le mot peut désigner un être marginal désocialisé, ou souvent quelqu'un ayant des troubles psychiatriques, où il s'identifie à quelque esprit fantomatique, ou encore une personne se faisant passer pour un mort, réanimé en zombie pour combler un manque dans la famille. Tous ces sens sont tout de même éloignés de tout ce qu'on trouve à Hollywood et qui va envahir les films et les jeux. Aujourd'hui, en Haïti, le zombie est un être mystérieux, frappé d'une malédiction, entre une sorte de personnage de fiction repris dans le folklore local ou bien un être réel détaché du monde car drogué ou empoisonné. Voilà ce que vous trouverez donc dans notre dictionnaire. C'est difficile de le faire en peu de lignes, mais c'était nécessaire d'en parler. Alors, des activités, elles sont traduites par le langage. Vous voyez comment on modifie les choses. On embarque dans son lit. C'est un mot quand même de marin, forcément. On a une ligne désigne une ficelle du corde à linge. Regardez bien ça, là, c'est on départ son butin sur la ligne. On parle comme ça là-bas. On étend son linge sur la corde. Voilà ce que ça veut dire. C'est quand même autre chose, mais c'est bien compris si on veut. Un magasin, c'est une remise dans un hangar, le plus souvent. Et à l'île Maurice, on amarre sa valise sur le toit. Et la marée noire, c'est pas si tragique que vous croyez, c'est simplement que c'est la nouvelle lune. La marée noire. Comme quoi, on a intérêt quand même à s'intéresser au langage des îles. Vous voyez comme c'est coloré, c'est qu'à le dire. L'apport extérieur. La colonisation, bien sûr, c'est un peu ce qui va dominer, surtout à partir du XVIe siècle. Les peuples de marins, de pêcheurs, mélange de langues, beaucoup de mélanges, puisque ces pêcheurs, tous ces gens-là, ces colons se retrouvent. Et on a là déjà une entrevue de ce que sera le créole, mais vous verrez que ça, c'est une discussion tellement difficile que j'aurai plus de 2 jours pour en parler, donc ça ne sera pas tout à fait le cas, même si je n'ignorerai pas. Alors, le baraquois, je vous réserve une surprise, mais peut-être pas certainement, le mot est dans le dictionnaire. Donc, le mot est connu en Acadie, ça, il n'y a pas de doute. Et le linguiste Pascal Poirier définit étendue d'eau de peu de profondeur, séparée de la mer par un banc de sable et entourée de prairies naturelles qui communiquent généralement avec la mer par un goulet. Si on veut, on peut résumer ça par lagune, encore que ce n'est pas tout à fait la même chose. Quelle est l'origine? Le trésor de la langue française informatisée dit ceci, c'est Barachoua, petit port naturel au bord d'une anse bien abritée,
Et regardez donc, je l'ai souligné, règlement du 7 janvier des Annales de Bretagne. Tiens, la Bretagne. Comme quoi, tout se tient. On n'est pas si loin que ça. Demi-surprise, cette Bretagne, puisque départ de nombreux Bretons pour le Canada, donc on n'est pas forcément étonné de se retrouver là-bas avec des Bretons. Beaucoup se réfèrent à un mot basque. Ah, tiens, ça c'est autre chose. Il y a donc des Basques qui sont allés jusqu'en Acadie. Et comment? Et ça désigne donc une petite barre. Ce sont des marins basques qui auraient colporté ce terme jusqu'en Acadie. On le trouve aussi en Bretagne, Poitou, Vendée, bien sûr, rien d'étonnant, nous sommes dans l'époque des colons, donc des présences dans les îles de la Madeleine. Mais attention, il existe un deuxième barachois, et oui, qui nous est donné, et ça c'est dans le vocabulaire de la Réunion, l'île Maurice. Et on se dit, mais comment ça se fait? C'est le même mot, hein, surprise. Ce mot, la Réunion, désigne l'ancien appontement créé par Mahé de la Bourdonnais, s'il vous plaît, pour le chargement, en rade de Saint-Denis, du sucre, du café, des épices. Il ajoute, à l'origine, barachois a pu être la déformation du mot barrage, etc. C'est plutôt lié, comme il dit, à barracon. Barracon, c'est un terme espagnol qui désigne des magasins. On remarque une paranymie entre barachois et barracon, et on comprend qu'on ait pu confondre les deux, aussi bien dans l'architecture que dans le langage. Donc, on reviendra encore à l'origine plutôt basque, et ensuite, on va dire, mais pourquoi les marins seraient les auteurs de ce transfert? Il y a quand même une distance assez considérable, et la Saguine elle-même aurait été donnée par cette histoire. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, ben oui, pourquoi ces deux mots qui en fait n'en font qu'un? C'est parce que la Réunion a toute une histoire. Et cette histoire, c'est d'abord Bourbon, mais enfin pour remonter, il y a eu beaucoup de noms pour l'île de la Réunion. Et c'est surtout ce que j'ai voulu retenir, parce que c'est fondamental aujourd'hui d'en parler, c'est la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes a été le véhicule d'une linguistique absolument phénoménale. Parce que les marins de la Compagnie des Indes sont allés partout. Ils ont vraiment fréquenté les quatre coins du monde. Et ça, c'est quelque chose d'absolument unique. C'est eux qui ont apporté un certain nombre de mots qu'ils ont puisés, bien sûr, dans l'Hexagone, mais aussi, alors il y avait, comme vous savez, la Compagnie des Indes orientale et la Compagnie des Indes occidentale. Mais finalement, on constate que linguistiquement parlant, il n'y a pas vraiment de différence parce que ces gens-là ont vraiment bougé. Et ça, c'est une des bases de ce mélange des langues qu'on n'imagine pas au départ. Moi, je m'imaginais qu'il y avait pu avoir effectivement des contacts assez proches, mais finalement des milliers de kilomètres franchis par tout ce monde-là. Il y a donc, et ça devient intéressant, un parler des îles. Qu'est-ce que c'est le parler des îles? Eh bien, c'est un langage qui est porté par les marins, par tous ces gens qui voyagent, qui rencontrent d'autres personnages, qui rencontrent des colons, et ça forme une espèce de mélange bizarre. Il y a bien ce qu'on appelle, plusieurs, en particulier Chaudançon, qui est un très bon linguiste, le parler des îles, qui correspond, et je crois, au sentiment insulaire. C'est ça qui m'a intéressé, ce sentiment que vous avez défini, finit par nous faire dire, mais ça conduit à un parler spécial. Alors, qui est riche, qui est large. Alors, par exemple, quelques mots de ce parler. Le balisier, c'est la canne à sucre, un mot d'origine caraïbe. Le boucan, qui est une cabane, attention de ne pas confondre avec l'autre mot, on vous le dit. Il y a eu une confusion parfois fâcheuse, parce que le boucan, c'est souvent un mauvais lieu. Dérivé du bouc. Eh oui, ma foi. Alors, on a même changé les noms des endroits, du boucan de l'Alleu au repos de l'Alleu. Oui. Le piton, bien connu, piton de la Fournaise, mais c'est pas seulement ça. Ça peut être le pic de la Fournaise, le piton des neiges, mais c'est parfois tout simplement un petit tas de terre, enfin, ou un peu plus, une colline. Et on s'est dit que Bernardin de Saint-Pierre avait peut-être fixé le mot dans le sens de point de montagne dans Paul et Virginie. C'est possible. Le mot transféré, l'azir,
Alors l'azir, c'est le dégoût, ou faire l'azir, c'est être dégoûté. C'est un mot employé en Vendée, en Acadie, en Louisiane. Ça viendrait du moyen français, irer, etc., c'est se mettre en colère. Bon, il y a des formes anciennes qui sont déjà très nettes. Ce sont aussi des Français régionaux qui auraient été transmis lors des différentes colonisations. Ça, c'est important, la colonisation a joué un rôle, évidemment, primordial. Les marins, on les retrouve, les colons, ont joué un rôle, donc, essentiel. Évolution, dernière partie, communication. L'évolution au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, ça, c'est vraiment l'époque marquante. Chute importante de la population à cause des guerres et des maladies. On en a bien sûr beaucoup de preuves. C'est une époque assez terrible. Toutes les expéditions n'étaient pas toutes simples, hein, avec toutes les maladies, les gens qu'on rencontrait. Donc beaucoup de... Alors cependant, les îles ont su garder un isolement qui a permis cette autonomie dont vous parliez tout à l'heure, Président, culturelle, linguistique. Les habitants ont développé bien sûr des coutumes, et le langage a suivi, avec un certain mélange qui est toujours visible, harmonieux plus ou moins selon les cas, mais tout de même bien intéressant. D'autres colons sont venus, hein, il n'y a pas eu que les Français, Espagnols, Portugais, Anglais, tout ça fait une sorte de mélange curieux. Bon, les anglicismes, je n'en avais pas encore parlé, mais voilà qu'ils arrivent. Et ils s'imposent dans d'autres langues, petit à petit, beaucoup de mots qui ont donc une origine anglaise. Ainsi, la Suez, c'est quoi cette histoire-là? Un nom noble qui sonne pour moi comme un accessoire médiéval. Un Suez est le meilleur accoutrement pour un digne mousquetaire qui apporte ainsi dignité, fierté, protection. C'est quoi? C'est un vêtement imperméable de pêcheur procurant réellement dignité, fierté, protection à ceux qui le portent. Donc vous voyez, c'est encore les pêcheurs qui sont là. Southwest ou Southwest vient en fait de Southwest, hein, à Southwest Hat, donc bien anglais. Puis également un autre exemple, si on rôle le char, on court, on risque l'accident. Le char, comme vous savez, c'est la voiture. La résistance, ça m'intéresse. Donc il y a eu une certaine résistance à tout ce qu'on voulait imposer, notamment ces Anglais. Alors, il y a l'épisode bien connu du grand dérangement en Acadie, mais vous savez que les Acadiens ont gardé leur langage, c'est-à-dire le français, pendant plus d'un siècle. Ce qui est assez... Parce qu'ils le parlaient, mais ils ne l'écrivaient pas forcément. Ils l'ont gardé comment? En se racontant leurs histoires personnelles, tout en s'occupant de construire, de fabriquer une courte pointe. Vous savez ce que c'est, les courtes pointes? C'est ce que d'autres appellent des patchwork. Hein, comme si ce n'était pas plus beau, courte pointe, quand même. Enfin bon. Et puis, alors, il y a eu une résistance dans la prononciation, dont je n'ai pas parlé encore. Le R est bien plus roulé dans les îles acadiennes. Hein, roule. Pour éviter le R de roi, paraît-il, on a remplacé le R par un Y. On dit Ayette, tu t'es cassé. Ayette, quoi. Selon Bourque, Hugo, on ne dit pas jambon, mais hambin. Et à Fatima, on ne dit pas des yeux, mais des œils. Pas du bleu, mais du bleuil. Vous voyez, comme quoi on déforme les choses, comme si on ne voulait pas être tout à fait esclave, mais indépendant. Ouais, on affirme. Alors on connaît bien ça, nous, le parler des banlieues. Hein. Ils prennent leur distance, comme ça, en rajoutant des choses. Bon. Mais c'est intéressant de voir que c'est une vieille tradition, que tout cela avance comme ça. La syntaxe, bon, on s'en moque un peu, hein, évidemment, on va le défier, et on va monter un cheval là où il y a plusieurs chevals. Quand on jale, c'est-à-dire quand je vais aller à l'hippodrome, on reste persuadé, ça c'est important, que si l'usage veut, plusieurs mots reviendront un jour ou l'autre après un long exil, selon la déclaration d'un personnage que vous pourriez y connaître, le Normand Vauquelin de La Fresnaye. Hein, lui, il est persuadé. Ben, nous aussi, quand on fait nos dictionnaires, on est persuadé que ces mots-là, qui de temps en temps disparaissent, reviendront. Et on veut les faire, en quelque sorte, revivre. Alors on n'a qu'à dire, ben oui, l'anglais est omniprésent, il reste un peu moins d'un billion d'habitants.
À Haïti, le français est la langue officielle avec le créole. 50% environ parlent le français couramment. Il faut distinguer le créole du français créolisé. Là, il y aura de quoi dire. Le créole, c'est vraiment une langue à part. Le français créolisé, celui qu'on a retenu pour le dictionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des mots créoles qui sont entrés dans la langue française et qu'on utilise beaucoup, donc normalement. Alors, bon, j'ai cité le Ravet, c'est un cafard, tout simplement. On empruntait aux Caraïbes arabais, attesté depuis Breton, encore lui, la Bretagne. En Louisiane, on dit avoir un ravet dans la poche, ça c'est pas très joli, pour exprimer de façon détournée, pas forcément très affable, qu'on a un ancêtre noir dans une famille de blancs. Voilà. Prenez-le comme vous pouvez. À l'île Maurice, le français l'emporte sur le créole, reste une langue de culture, en concurrence avec l'anglais. Et alors, il y a un problème qu'on évite toujours d'évoquer, c'est que pour les écrivains, même encore au XXe siècle, le problème, et c'est d'abord un problème d'édition. Car jusqu'en 1950, si vous voulez être publié, je dis bien au Québec, aussi bien qu'en Afrique, ben vous avez intérêt à aller en France et à Paris. Et après, ça va commencer à s'améliorer un peu. Aujourd'hui, tout a changé, hein, il y a des éditeurs partout. Mais c'est important pour comprendre que les écrivains de ces îles auront quand même une tendance à toujours revenir à Paris, hein, et à France. Le doudouisme, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une histoire de doudou, hein, bien sûr. Mais c'est la tendance de certains écrivains antillais, surtout, à considérer et à traiter la culture antillaise, non pas comme leur culture, mais plutôt comme un produit exotique. Hein, c'est vrai que l'exotisme, ça compte dans l'île. On a l'impression que c'est formidable. Alors en littérature, le doudouisme va donner ce qu'on peut appeler un exotisme de l'intérieur, lorsque les poètes, les romanciers antillais ont chaussé pour décrire leur pays et leurs congénères les mêmes lunettes que les voyageurs européens, au point de s'extasier sur leur paysage comme s'ils ne faisaient pas partie de leur environnement naturel, banal, au point surtout de donner de leur peuple une image insignifiante de leur langue, le créole, une idée caricaturale, le charmant babil chantant des doudous, et de leur culture inaperçue d'une affligeante vacuité. C'est pas rien, c'est M. Desormeaux qui a donné cette appréciation, qui est assez juste d'une certaine manière, hein, cette espèce de conditionnement, puis même de déception, voilà. Mais il ne faut pas généraliser, à mon avis, tout n'est pas aussi sévère. Nous connaissons la valeur des écrivains d'outre-mer depuis Anthony Maillet. Bon, j'ai cité Aimé Césaire de la Ferrière, mais il y en a bien d'autres qui, s'ils choisissent les éditions de langue française, nous gratifient quand même de nombreux mots de leur pays. Anthony Maillet a, dans de nombreux ouvrages, donné carrément, en index, une liste de son vocabulaire. Donc on a tout de même des mots qui sont spécifiques. Il faut bien reconnaître qu'ensuite, ça va se développer et que les écrivains, nous en connaissons énormément dans les îles, ont été d'une extraordinaire beauté. Alors une nouvelle tendance, aujourd'hui c'est important, se trouve vers une publication locale et comme pour affirmer leur indépendance. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on se rend bien compte que si on veut être indépendant, c'est possible, mais qu'on est quand même un petit peu dépendant de la France, parce que si on veut vraiment percer et réussir, pour le moment, les choses passent quand même par la réputation et elle vient sur la France. C'est en train de changer, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à publier des choses intéressantes indépendamment de la France? Ça, c'est intéressant. Bon, tout est devenu aujourd'hui un problème de communication. Je vais bientôt terminer, rassurez-vous. Le tourisme, les attraits d'exotisme, tout ça a de l'importance. Avec les progrès du téléphone, des médias d'intelligence artificielle, bah, ma foi, affirmer qu'il y a une île, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout a l'air de se rapprocher sans difficulté. On peut donc publier, diffuser, utiliser une langue qui devient quand même appauvrie parce que ne cherche pas justement à se renouveler dans des particularismes locaux. On n'oublie pas le créole pour autant. Cependant, les milieux insulaires, tout en cédant à cette tendance, essayent de résister toujours. Hein. Il y a toujours de nombreux exemples de leur vitalité linguistique. Voilà notre conclusion. Les îles sont plus protégées des invasions linguistiques, mais elles ont toujours été
dans un désir d'ouverture et de communication. C'est une sorte de paradoxe. Grâce au transport maritime, depuis la Saint-Pirogue jusqu'aux navires de commerce, on a véhiculé de très nombreux mots, et c'est tant mieux, jusqu'aux quatre coins de la Terre. Et puis, il y a donc cette fameuse Compagnie des Indes. Et tout ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants. Et je retiens en conclusion qu'il existe donc bien un parler des îles qui est fait, comme je dirais, de briques et de broc, avec le langage des gens du coin, ceux des marins, des rencontres. Et c'est d'une richesse assez étonnante que notre dictionnaire essayera de montrer. Des mots de nos régions, c'est-à-dire Bretagne, Poitou, etc., ont bien traversé les mers, ils sont subsistés, ils ont été transformés, mais ils sont bien là. La tendance est de se fondre, hélas, dans un monde holiste, inévitable, et les habitants des îles cherchent bien à garder une autonomie, fiers qu'ils sont de leurs sentiments insulaires. Et alors, je vais retenir, pour terminer, une maxime acadienne, je cite, « Aux îles, notre langage est aussi coloré que le plumage de nos maisons. » Et, sans mentir, si le ramage se rapporte au plumage, nous fréquentons, avec les gens des îles, les phénix des hôtes de ces bois. Merci. Merci, chers confrères, pour cette communication toujours aussi riche, illuminée et enluminée. Christine, j'ai vu votre visage apparaître sur l'écran. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Madame Dessouche? On ne vous entend pas. Oui, bonjour Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel et chers présidents qui veulent être parlé, tous ceux qui suivent avec passion ces débats, enfin en tout cas ces communications, et je vois Monsieur Lochon en particulier sur l'écran, je ne vois pas les autres. Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord réitérer mes regrets de ne pas être avec vous. Je suis dans le pays également un peu du vaudou, qui a passé les mers et qui s'est retrouvé, comme on le disait, non seulement en Haïti, mais surtout dans les couvents haïtiens. Et je pense qu'il y a des études intéressantes aussi à faire. Et je voulais remercier les deux orateurs pour leur communication passionnante qui nous a fait rêver aussi. Nous avons appris et nous avons rêvé. Je pense que c'est une qualité assez rare, donc je les en remercie. Et nous avons bien retenu que dans toutes les études et tout le cycle que nous avons mené tous ensemble, et dont bientôt quelques conclusions arriveront à échéance, il faut nous rappeler qu'effectivement ces liens sont d'abord affectifs entre les îles et ce qui peut être appelé l'Hexagone ou la métropole, ou je ne sais pas comment on peut les appeler aujourd'hui, des liens affectifs d'abord, une volonté de préserver, d'attachement à la culture et à l'insularité, à leur identité, et dans le même temps l'ouverture au monde et aux autres. Je pense que c'est camper finalement de façon, j'allais dire, extrêmement fine et profonde toute la problématique. On a parlé de l'éloignement et de l'assistance, là c'est l'identité et l'ouverture aux autres. Je pense que nous en ferons le meilleur usage pour les conclusions et pour les projets que nous essaierons de bâtir tous ensemble. En tous les cas, je les en remercie tous les deux. C'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Monsieur Lochon, est-ce que vous voulez prendre la parole? Monsieur Lochon, vous voulez prendre la parole? En branchant votre micro. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, chers confrères. Bon, en attendant de retrouver Christian Lochon, je voudrais poser une question à Monsieur Lavorel. Est-ce que dans votre dictionnaire,
vous intégrez l'argot? Alors, Ou les argots d'ailleurs. oui, voilà, c'est un peu le problème de savoir ce que c'est que l'argot. Hein, déjà, de définir l'argot, actuellement, on a beaucoup de termes qui sont considérés comme l'argot. Je pense même certains vont jusqu'à dire, parler des jeunes, ça peut être de l'argot. Dans certaines villes, il y a de l'argot. Si je vais à Montréal, il y a de l'argot urbain, etc. Alors, nous ne pourrons pas, en fait, prendre tout l'argot en considération. Il y a des dictionnaires qui sont très bien documentés là-dessus. Mais on ne va pas ignorer, cependant, certains mots qui, vous voyez, pour nous, ça dépend d'un certain usage. Si c'est vraiment spécifique et trop limité, on ne va peut-être pas pouvoir rentrer. Pour le moment, on essaye de... Mais très vite, la frontière entre l'argot et le langage commun est franchie. Hein, on voit bien, si on est père de famille, on voit bien qu'avec les enfants, souvent ils nous apportent des mots qu'on n'a jamais entendus, puis on s'y met, hein, petit à petit. Alors quand c'est devenu quelque chose de courant, de commun, hein, on se dit, le dictionnaire ne peut pas l'ignorer. Mais c'est un gros problème pour nous, quand on fait ce dictionnaire, de dire, bon, est-ce qu'on va isoler cela? On a eu la même question avec le créole. Est-ce qu'on met le créole, parce que c'est important, dans notre dictionnaire? Alors c'est pour ça, tout à l'heure, vous avez vu que subtilement, j'ai distingué le créole et le français créolisé. Il y en a qui pourraient m'en vouloir. Ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'on va prendre les mots du créole quand ils sont vraiment devenus en usage, même dans un texte qui est a priori français. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de romans, d'écrits qui sont en créole totalement. Et pas forcément difficile à comprendre, et qu'il y a une proximité avec le français, avec l'espagnol ou avec la langue créolisée, qui est essentielle. Bon, on a un gros problème. De même que quand on tombe sur un mot arabe, qu'est-ce qu'on fait? On considère comme arabe ou français, hein? Quand vous dites le bazar, je suis désolé, hein, c'est un mot français. Donc on ne peut pas l'ignorer. Il y en a comme ça, beaucoup l'artichaut, etc., etc. Beaucoup de mots qui sont devenus usagés. Alors c'est pour nous un peu jonglé. Parfois, on va nous le reprocher, sûrement. On va nous dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis tel mot? Pourquoi vous n'utilisez pas? Oui, c'est un gros problème. Alors je vais vous dire une chose. Nous avons un concurrent, vous le savez, les dictionnaires des francophones, eux, ils prennent tous les mots, ils ne les expliquent pas toujours, hein, ça c'est soi-disant, ils prennent tous les mots, ils en sont, paraît-il, à 800 000, il y aurait 800 000 mots français. Bon, moi je veux bien, mais je me suis dit, comment se fait-il que Balzac en trouvait 54 000 et qu'on en trouve maintenant 800 000? Alors j'ai compris très vite, c'est parce que vous mettez GN, TUN, ILN, ça fait 3. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Mon colonel? La Martinique était complètement isolée et il fallait absolument trouver des moyens, notamment pour les voitures. Alors on a inventé la gasoline. La gasoline. Et la gasoline, c'est un mélange trouvé par les Martiniquais, un mélange de gazole et de rhum. Et ça a très bien marché. C'est typiquement les mots qui utilisent des mélanges. Hein, et ça, c'est tout à fait intéressant. Mais c'est original. Mais bon, je pense que je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui savent ce que c'est que la gasoline. Mais il faut espérer que c'est quand même quelque chose qui n'est pas si ancien, qu'on a en mémoire et puis qu'on a réutilisé. Bon, je ne sais pas si on y reviendra, mais... Non, je crois qu'on m'entend. Non, mais pour nos interlocuteurs qui sont... Très bien, voilà, merci. Voilà, je voudrais savoir si dans le monde urbanisé qui est le nôtre, et qui est peut-être aussi celui de certaines îles, s'il y a eu autant de poésie pour remplacer la notion, par exemple, de grand ensemble, de remplacer le mot cellule à la place d'appartement,
c'était un mot qui était utilisé dans le monde qui est le mien, celui de l'architecture, pour trouver autre chose que supérette, que supermarché, que zone industrielle, et d'autres mots ne me viennent pas. Mais je voudrais savoir si, j'aimerais bien que vous me citiez 3 ou 4 mots d'aussi poétiques que je puisse les utiliser avec mes confrères architectes. Qu'est-ce que j'ai? Oui, bah alors je vais vous répondre. Heureusement, surtout aujourd'hui, nous avons énormément d'écrits poétiques et de mise en valeur de certains mots. Alors parfois, c'est des expressions qui sont remarquables. Je crois que j'en avais une, les caranques. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais j'avais bien envie. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps. Je vais retrouver ça. Alors, voyons voir, où est-ce qu'il est celui-là? Oui, ça doit être par là. La caranque. Alors, la caranque, c'est un poisson qui se trouve à La Réunion et oui, alors c'est pas ce que vous me demandiez, c'est un autre mot. J'en avais un autre pour, attendez, je ne sais plus lequel c'était, pour l'habitation, hein, c'est bien ce que vous m'avez dit. Oui, alors attendez, où est-ce que je l'ai? Je ne sais plus. Bon. Mais il y en a énormément qui ne me reviennent pas à l'esprit. Bon, il suffit de lire des gens comme Saint John Perse même, hein, qui vous utilisent des mots, bon, de la flore bien sûr, mais de temps en temps, et puis Denis Laferrière, hein, qui ne manque pas. Moi je me souviens, il parle de, j'ai plus les mots dans la tête, mais il parle de sa grand-mère. Vous savez, il y a de très beaux textes là-dessus sur sa jeunesse. Et il cite des mots de son pays, Haïti, qui sont tout à fait intéressants. Mais cela est pratiquement répandu. C'est vrai qu'il y aurait de quoi écrire carrément un livre sur la poésie des lieux, revue par des écrivains des îles. Ça, c'est une bonne suggestion. Ben, je vais m'y employer, c'est-à-dire que dans les quelques, on va dire, jours qui me restent pour clore le dictionnaire et la publication, puisqu'elle est là, je vais peut-être essayer d'en mettre un ou deux pour vous faire plaisir. Ça me paraît important. C'est vrai que les mots que vous avez cités, c'est vraiment affreux, quoi. Et encore, vous avez été aimable parce que vous avez dit marché et non pas market. Hein, ce qui est quand même... bon, on se demande pourquoi. Hein. Autre question. Oui, merci à tous les deux pour ces belles interventions qui nous font un peu rêver. Et moi, ça me rappelle mes origines, puisque je suis né à Madagascar. Et je voudrais peut-être apporter quelques petits compléments de ce que j'ai entendu. D'abord, on a parlé d'habitation. Oui. Je rappelle que dans la Rome antique, les bâtiments collectifs, ça s'appelait des insulae. Ah oui. Donc, ce sont des îles particulières, mais ce sont des îles quand même. Alors, concernant la Réunion, alors moi je ne suis pas Zoreille, je suis Zanathan, mais à la Réunion, un Européen, c'est un Zoreille. Hein. Ça, je pense que tout le monde le sait. Excusez-moi, il y a d'autres endroits où on les appelle les maillots. Oui. Les maillots. Alors, vous avez parlé de la varangue. Oui. Mais la varangue à la Réunion et à Madagascar, c'est aussi la véranda. Oui. Vous avez parlé de amarrer. Amarrer, oui, amarrer une valise sur le toit de la voiture, mais par exemple, une petite vieille qui monte dans la voiture et qui n'arrive pas à accrocher sa ceinture de sécurité, elle demande à son jeune voisin, amarre à main, attache ma ceinture de sécurité. D'ailleurs, je pense qu'il y a de l'invention aussi, parce que j'ai été enseignant à Tamatave, donc dans ce monde des mascarelles, et avec des grandes classes et des petites classes. Je raconte l'anecdote parce que je trouve qu'elle est délicieuse. Les petits élèves, j'étais au lycée français de Tamatave,
et pour leur faire gagner des points. Quelquefois, je les interrogeais sur du vocabulaire. Vous me direz, quand on parle de terril à Madagascar, c'est un peu curieux, mais enfin, ça faisait partie du cours de géographie. Et un jeune élève qui n'était pas malgache, qui était créole de Madagascar, ne sachant pas expliquer ce que c'est qu'un terril, a quand même voulu s'exprimer. Et quand j'ai retrouvé sa copie, il m'a proposé la définition suivante, que je trouve lumineuse. Qu'est-ce qu'un terril? C'est une île entourée de terre. Et j'ai trouvé que c'était... Et je lui ai mis son point, parce que c'était une bonne invention. C'était un poète. Oui, mais malheureusement, depuis, ce pauvre garçon s'est suicidé. Alors, vous avez parlé de la Compagnie des Indes. Je rappelle que la Compagnie des Indes avait un port, et il était où? À Lorient, c'est-à-dire en Bretagne, et ça ne vous étonnera pas qu'une partie de ce vocabulaire des îles soit aussi un vocabulaire qui vienne de la Bretagne. Bien sûr. Concernant le Canada, alors là, j'attire l'attention sur des mots, le sens double des mots. J'ai eu un ambassadeur qui venait du Canada, qui était quelqu'un d'admirable, qui un jour il m'a dit, mais faites attention, si vous allez au Canada, ne parlez jamais de vos gosses. Ah non, ça Si vous parlez des enfants. ça, alors là, non, jamais. Donc ça, c'est une... Et même si on vous dit, mais est-ce que tu chauffes? Hein, est-ce que tu... Mais alors le Canada... Les femmes ne aussi, sont pas trop contentes quand on leur dit ça. Hein. et le Canada a aussi ce juron très particulier, tabernacle. Oui. Et ça aussi, c'est un détournement, comme nous on dit Jarnidieu par bleu, palsan bleu, on dit bleu pour ne pas dire Dieu, hein, je pense que chacun le sait. D'ailleurs, un euphémisme, oui. et concernant le sens des mots, ça c'était au Sénégal. J'étais allé voir une très vieille actrice qui avait fui le régime de Duvalier, qui était arrivée au Sénégal. Et j'étais allé la voir parce que son mari était décédé. Alors on était assis tous les deux sur le lit du mort, on discutait, et puis tout d'un coup c'est parti en vrille. Elle s'est mise à me raconter des histoires, et puis elle me dit, vous savez, un jour au Canada, alors vous savez qu'au mois de janvier, traditionnellement en France et ailleurs, c'est la grande braderie du blanc. Elle me dit, j'arrive et je vois une publicité sur une boutique. Je domine. Et la mesure, c'est pas le mètre. Au Canada, et la publicité disait très précisément ceci, grand écoulement de blanc à la verge. et donc c'était à côté de son pauvre mari qui venait de décider. Donc vous avez parlé d'Antonine Maillet, c'est l'auteur du Grand Arrangement. Alors moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais peut-être intervenir. C'est l'édition. Je suis moins optimiste que vous, ayant participé à la création de nouvelles éditions ivoiriennes au Sénégal, avec un ministre de l'enseignement supérieur, il n'existe plus. Les NEA, les nouvelles éditions africaines, c'est pas très brillant. En revanche, il y a, comment dire, il y a quelque chose d'intermédiaire qui est apparu, et ça c'est Gallimard. Ils ont créé dans une de leurs collections la Noire de Gallimard. Donc des auteurs africains peuvent s'exprimer dans une maison d'édition française, mais dédiée à l'outre-mer. Et pour terminer, vous l'avez un petit peu effleuré en parlant des prononciations, mais quid des accents des îles, parce que les accents sont très très particuliers. Alors c'est très compliqué cette histoire d'accent, parce que, bon, je dirais que déjà en France, hein, on semble oublier qu'on n'a pas le même accent à Lille et à Marseille, ou à Toulouse, ou etc. Et on a une variété qui est importante. Et on a aussi des airs qui en Bourgogne, dans certains coins de Bourgogne, sont bien roulés. Hein. Donc c'est vrai que tout ça c'est essentiel. À tel point que dans notre dictionnaire, on s'est posé une grande question. Comment reproduire les accents? Bon, parce que évidemment, on va avoir un mot et on va mettre la prononciation selon l'alphabet phonétique international, mais cet alphabet international ne respecte pas toujours les variantes.
Alors certains, il y a beaucoup de dictionnaires qui font ça, mais c'est compliqué, ils vous mettent un enregistrement qu'ils ont fait dans tel coin. Hein, c'est-à-dire, bon, s'ils sont allés à Moncton, c'est Moncton. Cela dit, on peut comme ça, alors à ce moment-là, remplir des pages, parce que Moncton, c'est pas tout à fait la même chose que l'île du Prince-Édouard. Le R est plus roulé là-haut que eux. C'est impossible. Donc on a choisi quand même l'alphabet phonétique international, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Hein. Même le dictionnaire, qui a ses inconvénients, mais a aussi des avantages, a choisi la plupart du temps de mettre l'alphabet phonétique. De temps en temps, ils mettent, s'ils le peuvent, l'enregistrement. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai un grand plaisir quand je me mets à vouloir imiter les gens, parce que ça m'arrive, de prendre un accent de l'Acadie, un autre de Marseille, un autre de la Belgique, un autre de la Suisse. C'est quand même extraordinaire. Le français, dans tous ses accents différents, est d'une vitalité impressionnante. Et chaque fois, ces accents correspondent quand même, il me semble, hein, à une certaine mentalité. L'accent marseillais, quand vous l'entendez, vous imaginez le monde de Pagnol quand même, un petit peu. Et puis, si vous entendez l'accent de Québec ou de Montréal, vous imaginez aussi ce monde qui est là. Hein, alors, bien sûr, quand on arrive la première fois, on est surpris. Hein, comme vous avez dit, il ne faut surtout pas demander comment vont vos gosses. J'espère que certains savent ce que ça veut dire. Mais bon, comme ça, moi, je me rappelle que, je vais vous faire une petite anecdote personnelle. Quand je suis allé une des premières fois au Québec, je prends mon petit déjeuner, et là, il y avait un monsieur qui était assis depuis un certain moment, il lisait le journal, et puis moi j'arrive, je ne savais pas trop, j'étais un peu emprunté, je ne savais pas. Alors, ils me disent, monsieur, prends un cabaret. Prends un cabaret. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il me fait une publicité un peu bizarre pour que j'aille voir les filles, ou je ne sais pas où. Hein. Alors, semblant de ne pas comprendre. Mais quand prends un cabaret, quoi. Bon. Alors j'ai compris après que c'était tout simplement un plateau. Hein, un plateau. Bon, mais ça, il faut savoir. Et j'ai demandé assez, mais après, c'est une histoire qui m'a fait rire, parce que c'est quand même assez typique de ce qui peut arriver dans ces pays. Mais c'est tellement intéressant. Alors, si vous avez une chose à retenir de ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que finalement, quand on fait un dictionnaire des parlers de toutes les régions francophones, et en particulier des îles, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Parce que c'est vraiment plein d'humour. Et on essaye de garder ça. Merci, cher confrère. Est-ce qu'on a retrouvé M. Lochon? Oui. Ah. On vous entend maintenant? Vous nous entendez, M. Lochon? Oui. Oui, j'entends. Ah. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Vous avez un nom? On vous écoute, M. Lochon, si vous voulez parler. Excusez-moi. Voilà, c'est parce que j'ai passé 2 ans de ma vie à Cayenne. En fait, c'était pour faire le service militaire. Mais je me suis rendu compte avec une grande surprise. Bien sûr, Cayenne n'est pas une île, bien qu'elle puisse être considérée un peu comme une île dans ce large Brésil. Et j'ai été frappé parce que les personnes qui y habitaient ou qui allaient d'une île à l'autre, il y avait une société de fonctionnaires français qui passaient leur vie à passer de la Réunion à Cayenne et puis ensuite pouvaient aller dans une autre île et ils étaient les témoins de cette langue créole dont on retrouvait de très nombreux aspects lexicaux, grammaticaux, autant à Cayenne qu'à La Réunion. C'est ça qui m'avait beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'on s'imagine parfois que le créole n'est pas une langue grammaticale, mais en fait, il y a toute une série de composants qui fait que c'est
une langue, qui n'est pas un dialecte, mais qui est une langue qui a autant de richesse, et M. Lavorel l'a montré, que des langues qui seraient plus construites ou plus anciennes. Voilà ce que je me permettais de dire. Ce qui m'avait frappé, c'est finalement ce créole parlé, par exemple, à La Réunion ou dans certains endroits insulaires, est en fait constitue une langue unique. Et je crois que c'est quelque chose qui est à côté du trésor de la langue française, un moyen d'expression qui unit un peu, qui est un moyen universel. J'étais frappé aussi des étymologies que nous a données M. Lavorel, et effectivement, on se rend compte qu'il y a une influence extraordinaire d'autres langues européennes, mais aussi des mots qui vont avoir un sens différent dans une ligne ou dans une autre. C'est ça qui est extrêmement curieux, et on a vraiment beaucoup appris de M. Lavorel dont on attend la parution du dictionnaire. Ouais. Merci infiniment. Oui. Alors, merci, cher confrère. Oui, ce qui m'intéresse dans ce que vient de dire notre confrère, c'est que le créole a posé des problèmes. Vous savez qu'en général, beaucoup de gens disent il y a un créole à Madagascar et il y en a un autre aux Antilles. Ben, je me demande, à la suite de tout ce que je vous ai raconté, s'il n'y a pas une parenté entre ces créoles, parce que, justement, il y a des marins qui ont bougé et qui ont permis à certains mots d'être dans toutes les régions du monde. Ça, c'est important, parce que... alors, je pense que le créole, c'est une sorte de décalage de la langue que, j'allais dire, les colons ont importé, en quelque sorte, et par réaction, on a voulu, comme on fait même avec nos enfants des fois, on crée une espèce de langage spécifique à la famille, on se comprend entre nous, et on fait un décalage des mots, comme je vous disais tout à l'heure, on rajoute éventuellement une syllabe ou pas, ensuite l'accent n'est pas toujours le même, et ensuite la syntaxe, surtout ça, est un peu bouleversée. On a une syntaxe un peu particulière, mais chacun peut y aller de son apport personnel, mais on s'y retrouve toujours. On s'y retrouve toujours. Et si vous lisez du créole, bon, je sais pas, il y a des très beaux textes en créole, c'est pas toujours facile tout de suite, mais au bout d'un moment, on s'y met très vite. Hein, et on arrive à lire du créole presque sans difficulté. Bon, enfin, il y a des fois des mots qui échappent quand même. Hein, c'est pas toujours aussi simple. Merci, monsieur le préfet Jean-Jean. Merci. Vous ne serez pas étonné que je vous parle un petit peu du Pacifique, dans la mesure où je m'attendais tout à l'heure à ce que soit prononcé le mot fénois, parce qu'il fait le lien entre la première et la deuxième intervention. Le fénois, c'est le lieu où les gens sont nés, et ça fait référence à l'attachement des insulaires à leur lieu de naissance, à leur lieu fondamental. Et dans tout le Pacifique, il est une expression qui accourt. Est-ce qu'il va rentrer au fénois? C'est-à-dire, les gens font des carrières un peu partout, dans l'Hexagone, à l'étranger, mais une fois plus âgés, l'appel du pays natal est fort, et il arrive souvent que ces gens d'origine insulaire reviennent au fénois. Donc, je pense intéressant d'évoquer ce mot parce qu'il fait le lien entre l'intervention tout à l'heure de M. Dominici et la vôtre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, a été évoqué tout à l'heure la dénomination, la façon dont on appelle les métropolitains qui vont dans les îles. Bon. Alors, on a dit le Mailloux, on a dit les oreilles. Alors, je compléterai, on dit le Papalani. Hein, quand on est dans le Pacifique, oui, c'est un Papalani. C'est pas un oreille, c'est pas un Mailloux, c'est un Papalani. Voilà. Donc, c'est pour compléter la collection
des mots spécifiques. Oui, voilà, je ne vais pas en rajouter, mais c'était les quelques précisions que je voulais apporter aux deux remarquables interventions que nous avons eues tout à l'heure. Mais c'est vrai, c'est très important ce retour aux sources. Voilà, je crois qu'à part si quelqu'un a encore une question, eh bien il est l'heure de conclure et de remercier encore les deux intervenants qui ont fait honneur à cette série des Jeudis de l'Outre-mer sur les Jeudis de l'apéro sur les Outre-mer français. Et la Pérouse, on aurait pu en parler parce que quand même, hein, c'est un navigateur qui a contribué justement aussi à répandre la langue française, pas de doute.